Et par là, et donc c'est là, l'enregistrement, c'est là, enregistré. C'est parti. C'est parti. À la limite, c'est plutôt moi que tu regardes. Plus que les caméras sont biais, c'est moi. C'est moi. C'est à moi que tu regardes l'histoire. C'est un projet qui a commencé pendant le Covid, de la première crise du Covid en 2020. On venait de faire quelques années en classe 40 avec beaucoup de courses, des trains de Jacques Vabre, des routes du Rhum avec un bateau neuf. On perd le bateau fin 2019. Au retour de la Trans Jacques Vabre, c'est-à-dire qu'on se retrouve un peu à barboter, on se fait récupérer par la marine portugaise, et donc le bateau est perdu. Et il faut savoir que sur la Trans Jacques Vabre 2019 que j'avais couru avec Aurélien Ducrot, il y avait un bateau qui avait subi un incendie dans le bassin du Havre. Et donc ce bateau, il était déclaré épave par les assurances, en tout cas trop de travaux par rapport à sa valeur, et donc le bateau est posé à Caen. Et donc, au moment où on arrive pendant le Covid, on essaie de voir un peu ce qu'on peut faire par la suite. Et moi, je rêvais d'aller au Vendée Globe et je me dis, c'est peut-être l'occasion de changer de catégorie, de passer du classe 40 à l'IMOCA. Et donc, on envisage avec Jérôme Lepoutre et Marc de Vavrin, qui sont mes deux associés depuis quelques années, de racheter cet IMOCA à l'état d'épave. Donc, on va voir un peu le bateau, on regarde un petit peu ce qui est possible, on regarde les devis qui ont été faits de réparation, la manière dont c'était prévu d'être réparé. Et puis, je me dis, ce bateau-là, on doit pouvoir le sauver. Et donc on rachète le bateau à l'état d'épave à Fortil, qui était le propriétaire du bateau à l'époque. Et puis on commence à lancer un chantier de reconstruction pour ce bateau, à lancer une opération. Donc il faut d'abord réunir les fonds, on a 200 000 € devant nous, et pour moi l'estimation des travaux, c'est 500 000 € bateau compris, donc achat du bateau plus les travaux. Donc il manque 300 000, on commence d'abord malgré tout à créer une petite équipe, d'abord pour analyser tout le composite du bateau, pour voir ce qui est vraiment sauvable, récupérable, et ce qui n'est pas récupérable. Donc il y a des parties dans le bateau qui sont visibles, qui sont cramées, ça il n'y a pas de doute. Par contre ce qui est important, c'est d'aller voir dans le composite où est-ce que ça s'arrête. Et on a eu une belle surprise, c'est que le bateau est en Nomex, comme les Formule 1, et le Nomex, il est anti-feu. En fait, il s'avère être anti-feu, et donc, pour le coup, on s'aperçoit que les peaux extérieures ne sont pas abîmées, ce qui nous permet de sauver le bateau. Et donc, on crée une petite équipe autour de ça pour restaurer le bateau. Et en parallèle, il faut rassembler les fonds pour ça. Alors moi, je m'étais dit, on rachète le bateau en épave, on le reconstruit, puis dans le pire des cas, si jamais on ne trouve pas de sponsor, on revend le bateau. Mais ça ne plaît pas aux banques. Mon projet ne plaît pas aux banques comme ça, donc il faut trouver une autre solution. Et donc on imagine d'emprunter à des particuliers qui vont se substituer aux banques. Et donc on commence à imaginer ça, se dire qu'une sorte de crowdfunding, mais avec du prêt et pas du don. Et donc nous on propose aux gens concrètement de prêter des fonds sur leur trésorerie personnelle et de nous les rembourser comme si c'était des banques avec un petit taux d'intérêt. Donc on monte ce projet, et puis donc ça prend un peu de temps, ça prend quelques mois de bien finaliser le truc. Et donc notre histoire commence à plaire, d'avoir racheté ce bateau pour le sauver, et puis donc on propose ce prêt obligataire. Donc au début on appelle l'opération votre épargne autour du monde. Alors ça amuse les gens, tout le monde me dit c'est un super projet, mais on n'a pas très bien compris ce que c'était, mais ça a l'air super. Et donc petit à petit on lance l'opération, et puis quand on est prêt, on le lance sur les réseaux, et donc avec les médias du Vendée Globe et les réseaux sociaux, on arrive à se substituer un peu aux banques et aux plateformes de crowdlending. Et donc en un mois, en 40 jours je crois exactement, on arrive à rassembler la somme de 300 000 € avec 150 personnes qui ont prêté des fonds. Ce qui nous permet de continuer le chantier qu'on avait lancé de réparation du bateau et de voir un jour une mise à l'eau possible. Et donc en parallèle de ce montage de prêt obligataire, à un moment où on n'a pas encore commencé à trouver les fonds pour réparer, j'ai un petit coup de fil de Marie Tabarly, qui est une amie depuis longue date, qui me dit j'ai vu ton projet, ça a l'air extraordinaire de pouvoir sauver ce bateau, j'étais la marraine du bateau du temps de l'ancien skipper, ça me plaît de le voir renaviguer, je trouve ça génial, c'est un projet dans l'air du temps, c'est pas du déballage d'argent, vous allez sauver un bateau, moi si je peux te filer un coup de main, si je peux t'aider, je serais ravi de le faire.
Et puis elle me lance comme ça, si jamais tu fais la Transjacks 2021, ce qui n'était pas imaginable du tout à l'époque, bah, je serais content de ramener le bateau avec toi, voilà, en convoyage. Mais c'est pas une obligation, voilà, c'est une idée comme ça. Je m'écoute la Jaguar pour l'instant, le bateau il est démonté, coupé en deux dans le chantier, il n'y a plus de toit, il n'y a plus de roof, il n'y a plus rien, il n'y a pas de pont, et on n'a pas d'argent, mais l'idée est bonne. et donc voilà, et puis on raccroche comme ça. Et puis moi, à un moment donné, je me dis, mais si je fais abstraction de l'argent, des fonds qu'on n'a pas, est-ce que c'est possible techniquement d'être au départ de la Jaguar 2021 ? Et donc je fais ma petite chronologie. Donc on met à l'eau fin août, il y a une qualif à faire pour la Transjacks Vabre, et puis le départ c'est fin octobre. Et ben techniquement, il n'y a rien qui nous l'empêche. Maintenant c'est une histoire de fonds, donc il faut d'abord trouver les fonds pour réparer, et ensuite du sponsoring cette fois, pour pouvoir financer le budget de fonctionnement et être au départ. Et puis avec Marie, je la rappelle le lendemain, je lui dis bah, écoute Marie, j'ai un peu réfléchi, et est-ce que si jamais, c'est pas raisonnable ce que je te propose, mais est-ce que tu penses que, est-ce que ça te plairait de faire la Transjacks Vabre avec moi ? Et donc, avec Marie, on se retrouve au départ de la Transjacks Vabre avec un bateau réparé, sur lequel on a navigué, et on s'est qualifié, et donc c'est quand même extraordinaire, parce qu'un an avant, ce bateau-là, il était dit pour mort, pour ne jamais renaviguer. C'est Louis Duc et Marie Tabarly. Ça navigue avec une vingtaine de nœuds, on attend un petit renforcement du vent, on est passé sous Génac, là, et puis on va passer la latitude de Madère dans la nuit. Pour nous, c'est une histoire de dingue, déjà dès le départ de cette Jaguar. Et puis, il s'avère qu'on part sans complexe, on navigue à notre manière, tranquillement, raisonnablement. Et puis, on fait une belle place à la fin, on navigue, on se retrouve deuxième des bateaux à dérive derrière la piscine. Et deuxième non-foiler, d'abord, c'est pas vrai, la piscine, c'est déjà un demi-foiler avec des dérives inversées. Et donc, et puis on est le premier équipage mixte bateau à dérive. D'abord, il y a eu énormément de bienveillance au tout début du projet quand on l'a lancé au mois de mars l'année dernière, parce que c'était vraiment pas gagné de faire la Jaguar. Donc à partir du moment où tu montes le projet avec quelqu'un, c'est différent que juste d'arriver pour naviguer. C'est-à-dire que tu as tout le vécu derrière qui était lourd, et donc là, pour nous la navigation c'était déjà, le bonus, quoi. Donc pour nous, voilà la récompense de tout ce qui s'est passé en amont. Et là, sur le retour du bateau, ça se passe moins bien que de la manière dont s'était déroulé ce projet. Et le bateau démate sur le retour pour une avarie. A priori, le tube, donc le mât, casse en mer. Et là, on se retrouve, donc un bateau sous grande fortune au milieu de l'Atlantique. Et donc, les emmerdes recommencent. Donc là, on en est au fait que on se retrouve donc début janvier, fin janvier, à Caen, avec le bateau dématé. Et donc, on commence à se dire, on va continuer à modifier le bateau. Donc, ça veut dire modifier les puits de dérive, modifier les dérives, gagner du poids dans le bulbe et tout ça. Donc il y a un gros dossier en route. Et je me dis ça, faut pas l'enlever parce que sinon on le fera jamais, c'est l'année où il faut le faire. Et puis faut retrouver un mât. Donc on a la chance d'avoir un élan de solidarité autour de ça qui se crée, notamment avec Vincent Marsaudon qui tient l'Orima, Michel Desjoyaux qui accepte de nous vendre un mât qu'il a en spare, qui était un mât de François Gabard. C'est un mât, donc on rachète le mât de Massif, qui était le mât qui a gagné le Vendée Globe 2012. Et donc on commence comme ça la saison avec des voiles récupérées, retaillées comme on a pu pour adapter sur le mât. On a la chance d'avoir des partenaires comme Fachner Technique qui nous rééquipent le bateau avec leurs emmagasineurs, avec les hooks et tout ça. Donc on arrive à rééquiper le bateau et on est de nouveau début avril, presque prêt à naviguer. Le seul truc, c'est qu'on est toujours sans partenaire. Et donc Lantana maintient son engagement avec nous comme copartenaire jusqu'au Vendée Globe si on arrive à trouver la suite. À ce moment-là, Xavier Duquesne, qui dirige 50 Labs, me dit écoute, j'aimerais te faire rencontrer Frédéric Sanchez, qui est le président du groupe FIV à Paris, donc le grand patron. Et donc, on va faire une visio ensemble, et puis peut-être qu'il pourra ouvrir ses contacts pour t'aider à trouver des sponsors. On fait cette visio. Et donc là, on est fin avril, le bateau il doit être mis à l'eau dans 15 jours, on n'a pas de partenaire, et donc il est possible qu'on bloque tout, on n'a plus de moyens, on n'a plus rien. Et donc on fait cette visio avec Frédéric Sanchez, je lui explique la situation, tout ce qu'on a fait en amont, le prêt obligataire, la reconstruction du bateau, les premiers partenaires, la Transjacks Vabre, le dématage, l'énergie qu'on a remis à remettre le bateau en route. Et j'explique tout ça de façon assez détachée, et parce que je ne m'attends pas du tout à ce qu'il rentre aussi comme partenaire. Et à la fin de notre échange, Frédéric Sanchez nous dit cette histoire, elle est super, elle représente bien les filiales du groupe FIV, les gens qui se battent avec peu de moyens mais qui font des choses extraordinaires. Lui, il représente ça, son projet représente ça. Xavier, il faut y aller. Et donc, le groupe FIV devient partenaire du bateau jusqu'au Vendée Globe. Et donc là, nous, ça nous sauve
l'histoire et ça nous permet de gagner en sérénité pour la suite. Et donc nous voilà à attaquer la route du Rhum. Après, on prépare le bateau sur 3 ans. Donc à chaque fois, on fait beaucoup de courses avec des belles performances de temps en temps, des déboires de temps en temps. On finit nos transats quand même globalement à chaque fois. Et donc l'histoire, le bateau commence à se qualifier pour le Vendée Globe. On arrive à la Transat 2023 après la route du Rhum avec un bateau qui commence à être bien abouti avec les modifications qu'on a faites. Il faut savoir que quand on a reconstruit ce bateau, on avait avec nous, on a eu la chance d'avoir avec nous l'accompagnement du groupe Lombard qui avait déjà construit un bateau avec nous, qui était l'architecte de notre bateau en classe 40. Et puis sur ce projet, ils ne nous ont pas lâchés, ils nous ont beaucoup aidés pendant la reconstruction de ce bateau. Et donc en fait, on se retrouve 2023 avec le bateau exactement comme on aurait voulu l'avoir. Et donc, il faut réapprendre à naviguer sur ce bateau, forcément, parce que quand on modifie les choses, le bateau se comporte différemment, donc il faut réapprendre à naviguer. Et donc, avec Rémi Aubrin, on a commencé à naviguer un petit peu sur ce bateau et à l'apprivoiser. Et donc, à un moment donné, je lui propose, au moment où on doit choisir un co-skipper, est-ce que Rémi, ça t'intéresse de faire la Transat avec moi et puis, en parallèle, de dessiner les voiles du bateau. Et donc, on arrive à s'associer ensemble là-dessus, et puis on a passé une Transat Jaguar 2023 extraordinaire, puisque on continue à faire deuxième bateau à dérive, mais cette fois derrière Benjamin Ferré en 2023, qui est son bateau monnayeur, qui est un bateau bien plus performant que le nôtre, puisque beaucoup plus récent. Et puis, on se retrouve par contre devant tous les autres bateaux à dérive, et puis avec 7 foilers derrière nous. Pour nous, c'est une victoire énorme, ça. Et puis, on se retrouve en deuxième position des bateaux à dérive. Rémi nous avait dit, il faut absolument qu'on fasse un podium dans les bateaux à dérive. Bon, on a gagné alors, c'est bon, c'est fait. Donc ça, c'est super. Bravo. Mais j'ai pris un plaisir énorme à naviguer avec ce bonhomme. Je peux pas parler. Le retour se fait en course, le retour d'Ajaccio de Martinique, avec une course qui s'appelle le retour à la base. Et donc on part de Martinique et on rentrait à Lorient. Et ça, c'est un événement qui n'est pas simple, parce que ça veut dire 2 transats dans la foulée, avec des bateaux qui ont souffert déjà à l'aller. Et puis, au retour à la base, une bonne partie, les 2 tiers de la course se passent très bien. Et sur le dernier tiers, j'ai une avarie, d'abord une avarie grave de voile qui m'oblige à monter dans le mât pour débloquer des voiles restées là-haut. Et puis ensuite, un peu plus loin, j'ai un baoban qui casse. Les baobans, c'est quand même une partie des choses, un des câbles qui tient le mât. Et donc, le mât reste en place un peu par miracle. Je sauve un petit peu le gréement et donc je finis par rentrer à Lorient un peu sur une patte, mais on termine l'épreuve en solo et ça permet l'idée de terminer les qualifications pour le Vendée Globe. Et donc, on remet le bateau en route, on est retourné naviguer un petit peu pour remettre en route tout ça nickel. Donc on passe la saison à continuer à faire des sorties avec les partenaires, à continuer à naviguer, refaire notre petit chantier d'été, ce qui termine un peu notre saison sur un petit moment sympa. Et nous voilà quelques semaines avant le départ du Vendée Globe. Donc on rentre à Caen, finaliser le dossier. On renforce un petit peu l'équipe avec Maxime Bensa qui vient pour le matelotage, Alvard Mabir et Miranda Meron qui viennent dans l'équipe, Alvard pour le côté électronique, Miranda pour organiser tout le bateau, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de matériel embarqué sur un Vendée Globe, notamment en matériel de spare, donc en matériel de secours, en matériel d'équipement, en avitaillement, donc voilà, il y a en informatique, en électronique, en mécanique, en composite, voilà, il y a beaucoup de matériel à avoir à bord pour être en mesure de réparer toutes les caisses qu'ils peuvent avoir à bord. Tout ce qu'on peut réparer, tout ce qu'on pourrait avoir à réparer en mer, il faut être capable de le faire. Et donc avoir tous ces gens-là d'expérience autour de moi, ça me rend assez serein au moment du départ en fait. Et ça me permet pendant ces 3 semaines avant le départ, de me délaisser complètement du bateau. Avec la première grosse semaine, beaucoup de médias, beaucoup de gens qui viennent s'intéresser à nous. Et donc, je peux être disponible pour tout ça, du fait que l'équipe bosse sur le bateau. On a une semaine au milieu, on peut s'échapper un petit peu des Sables d'Olonne pour reprendre un peu de tranquillité. Et la dernière semaine, on rattaque. Et puis là, on est là, c'est sérieux, c'est bientôt le départ du Vendée. Et donc, on commence à se configurer pour le départ. La pression commence à monter gentiment. C'est pas tellement le stress de la course, parce que je crois qu'on part en mer avec des super conditions. On ne pouvait pas rêver mieux. Dans les conditions de sécurité au portant, tout ça. Donc je pense que voilà, on a des conditions dans les jours qui arrivent là, qui vont être extraordinaires, avec un beau jeu de régate, donc ça c'est super. Maintenant, on a une journée demain qui va être extrêmement difficile, surtout par l'émotion, avec tout ce chenal, cette approche de la ligne de départ, et puis le grand départ. Je crois qu'après, ce sera une belle libération.
Et donc, moi, je crois que je peux faire un truc aujourd'hui, c'est remercier tous les gens qui nous ont permis d'être là. Les prêteurs, les 150 prêteurs qui ont permis d'être au départ, et puis tous les partenaires, le groupe FIV, l'antenne environnement, et puis bien sûr tous les autres. Et c'est grâce à tout le monde qu'on est là ici. Donc c'est votre course, c'est la mienne, c'est la vôtre aussi. Donc le jour du départ, faut bien se le dire, hein, on n'est pas hyper à l'aise. Il y a tout un scénario qui nous fait monter la pression jusqu'à l'arrivée à notre bateau. Donc on part de la zone technique, accompagné de Soisy, qui est mon attaché de presse, qui nous accompagne. Il y a tout un tas de médias qui veulent ou pas nous parler, suivant lesquels. Donc voilà, c'est assez... donc c'est une période qu'il faut répondre aux questions au moment où on n'a pas vraiment envie de le faire. Ensuite, c'est assez scénarisé, et donc on a la descente du ponton, où tout le monde te regarde un petit peu, puis tu arrives à ton bateau, et là on a les élus de la Vendée qui viennent nous serrer la main, quelques personnalités qui viennent, et c'est le moment le plus difficile, parce que c'est le moment où tu vas quitter le ponton, et tu vas attaquer le chenal mythique que tout le monde entend parler. On ne sait pas trop ce qui nous attend, et donc voilà, le moment émotionnant est hyper chargé. C'est pas une chose facile évidemment d'aller sur ce Vendée Globe. Alors, j'ai envie de dire pour toi encore plus, avec voilà, toutes ces mésaventures, aller trouver ce bateau, c'est un moment particulier aujourd'hui. Ah ouais, en fait tout ça on le doit grâce à tous ces gens qui sont là. On a pas mal bossé, et puis là on se retrouve au moment de partir, donc c'est génial, hein. C'est extraordinaire. Beaucoup d'émotions ici, sur le chenal, ça va être... Il faut profiter de tout ça aussi. J'essaye de ne pas en avoir, mais j'y arrive pas. Donc on sort de chenal, je passe à côté d'un bateau sur lequel il y a toute ma famille qui j'avais mis sur un bateau pour qu'ils puissent voir tout le chenal. Donc on passe à 10 mètres de ce bateau. Donc, et puis au fur et à mesure qu'on avance dans le chenal, on voit de plus en plus de monde. C'est un truc de ouf. On voit d'abord quand on sort, il y a beaucoup de monde sur les pontons, mais ça reste les gens sur les bateaux. Donc ça reste dans le raisonnable. Et plus on avance, plus on voit des foules qui s'amassent sur le quai. Et là, c'est un truc de dingue. Et donc, plus on avance, plus les gens crient notre prénom. C'est vraiment un moment de folie, qui n'est pas un truc que je peux pas dire que j'apprécie pas ça, mais qui n'est pas un truc auquel je suis très à l'aise. Et donc, à la fois, tu prends une grosse baffe sur ce chenal, et quand on sort, c'est un peu une délivrance déjà pour moi. Et donc en sortie de chenal, je respire, on envoie nos voiles, et là on se dit maintenant, on va faire notre boulot de navigateur. Et donc là, on est reparti en mode course, et donc là, à partir du moment où on a commencé à naviguer sous voile, j'étais revenu assez serein. Là, des conditions peut-être même un peu trop légères, parce qu'il y a 5 nœuds de vent maximum sur la ligne de départ, et au moment où la ligne se franchit, au final le vent tombe, et donc on est quasiment à l'arrêt pendant 1 heure. 3, 2, top départ, Vendée Globe 2024. Aujourd'hui ça déboîte, ça c'est pas mal. On a une nuit assez compliquée puisque j'ai explosé mon grand spi, ça a mis 1h30, 2 heures à tout remballer. Il n'y a rien qui est passé à l'eau, j'ai tout récupéré, donc je vais promener des bouts de chiffon pendant tout un tour du monde, voilà. Et puis à un moment où ça risque d'être pas mal pénalisant, mais bon, maintenant je vais faire ma course avec ce qui me reste, et voilà. Et puis pour l'instant en tout cas ça se goupille pas mal, ça va vite. Et il y a des grains. Ça monte à 32, 33 nœuds, le bateau à 25. Donc pour l'instant, finalement, il n'y a pas trop de quoi se plaindre. On va descendre de l'Atlantique. Je fais ma trajectoire au mieux en étant pénalisé quelquefois par ces spis-là. Donc je passe le poteau noir. Au lieu de passer vraiment bien dans ces phases de poteau noir, je passe pas si mal que ça. Et puis on a toute la descente de l'Atlantique où je suis déjà un petit peu décalé dans l'ouest de la flotte. On sent les températures qui descendent.
Et puis petit à petit, l'humidité qui s'installe, tout ça. Donc ça vient progressivement, mais c'est là, et c'est présent. Et puis je vais commencer à faire ma propre trajectoire, tranquillement à jouer avec les dépressions qui ont l'air de s'installer pour cette semaine. Là, on a une météo qui est bien active pour la semaine qui arrive. Donc maintenant, je vais faire ma route tranquillement avec mes choix. Et puis on va voir ce qui se passe si j'arrive à un moment donné recoller aux quelques bateaux à dérive qui nous intéressent. Jean Le Cam, lui, on avait vu, a fait une grande trajectoire tout à l'est en passant entre l'Afrique et les îles du Cap-Vert. Et donc, il est très dans l'est, moi très dans l'ouest. Donc les trajectoires font un peu comme ça, là. Et puis à un moment donné, ça se recoupe et je suis en mesure d'horlofer, donc avec plus de pression. Et puis je recroise pile poil côte-côte avec lui et là on est déjà en Afrique du Sud. Petite journée exceptionnelle à bord d'un environnement du grand Philippus. Des belles conditions, du soleil, en route vers le Cap de Bonne-Espérance. Je suis assez satisfait parce que à ce moment-là, je savais déjà que j'avais mes avaries de voile qui m'ont déjà pénalisé. J'avais déjà eu de la casse sur des aériens et sur des pièces électroniques. Et malgré tout, je m'étais battu. Et je me retrouve en fin d'Atlantique Sud, en tête des bateaux, dans les deux groupes de deux bateaux de tête des bateaux à dérive. Donc pour moi, c'est une petite satisfaction. Et par contre, je sais très bien que les 2 ou 3 jours qui suivent vont être extrêmement durs parce que le grand spi est nécessaire. Et là, j'en ai plus. Et donc, je suis comme un âne. Et je sais très bien que les 3 jours qui vont se passer, je vais ramasser. La reprise est bonne pour un lundi, on a 40 nœuds de vent, une mer assez forte et le bateau glisse là-dedans entre 15 et 23 nœuds. Je suis pas super toilé, j'ai 3 rigs dans la grand voile et le J3 déroulé et ça fait des glissades. Je peux pas en mettre plus parce que sinon ça s'expose dans la vague d'en face et ça part en survitesse et pour l'instant je calme un peu le bateau, mais par contre on a des lumières, c'est magnifique, là, ciel de traîne, donc derrière un passage de front. Voilà, du grand beau temps, avec de l'air, de la mer, de la déferlante. C'est pas mal quand même. Hein. Et donc, c'est pas si mal que ça par rapport au retard que j'avais en pas rentrant là-dedans. Et puis au manque de performance, puisque j'avais cassé un aérien. Alors c'est anodin, un aérien, c'est ce qui nous donne la direction du vent, et c'est aussi un moyen de conduire le bateau sous pilote automatique. Donc c'est-à-dire que le bateau suit le vent comme ça, et donc c'est un gain en performance. Donc j'ai plus ça depuis un petit moment déjà. Je me retrouve naviguer en mode compas, donc c'est bien, ça va tout droit, mais par contre ça suit pas le vent. Donc en vitesse pure, je suis pas très rapide. Et puis j'essaie aussi de ne pas prendre beaucoup de risques non plus. Un petit moment sympa ici, ça fait 2 bonnes heures que le jour est levé, il doit être minuit en France. Aujourd'hui, je crois que je vais passer la longitude du Cap Lewin, donc on va arriver sous l'Australie, ce qui est quand même pas mal. Ça fait un beau chemin de parcouru déjà depuis le départ des Sables d'Olonne. Et puis on a une journée qui s'annonce magnifique, ciel bleu, mer turquoise, des albatros tout autour de nous. Et puis je les vois planer, descendre dans le vent, accélérer, faire demi-tour, remonter contre le vent. Et tout ça sans un battement d'aile, c'est assez impressionnant à voir et majestueux. Un petit tour d'horizon. Cette nuit, j'ai cassé donc la barre de liaison des serpents, c'est la tringlerie qui permet de barrer le bateau en fait. Hein. Et là, nous voilà rentrés dans le Pacifique. Et ben, c'est bien pacifique comme journée. Ce matin, j'ai même eu l'occasion de prendre une petite douche de l'eau chaude, super, c'est agréable. Ça fait un petit moment. En tout cas, moi je suis plus heureux. Voilà. Allez, bonne journée. Bon, et ben on est le 25 décembre. Et ben le Père Noël il est passé, vous avez vu hein, l'habit en rouge, la barbe presque blanche,
Le chapeau. La période de Noël, c'était un moment assez magique et étonnant, puisque tu es tout seul sur ton bateau. Il n'y aurait pas les gens à terre, ce serait une journée normale en fait pour nous, puisque c'est dans le même rythme que d'habitude. Mais finalement, on reçoit plein de messages de Noël sympas, et puis j'ai la chance de voir que j'ai 2 petits sacs remplis de petits cadeaux sympas. C'est des bouquins, c'est des chocolats, c'est des trucs, et puis là-dedans, il y a une clé USB. Et sur cette clé USB, c'est des petites vidéos qui ont été faites par mon frangin, Adrien. Tonton Louis. Qu'est-ce que c'est que cette dinde et cette cigogne? On découvre ceux qui sont plus à l'aise devant les caméras plutôt que d'autres. C'est assez rigolo parce qu'ils m'ont fait un petit making-of après des trucs, du bêtisier de ce truc-là. Et ça a été un moment assez sympa. Finalement, en face, ils se rendent compte qu'on est tout seul en mer au moment de Noël et c'est presque plus impressionnant pour eux que pour nous. Mais en tout cas, c'était une belle journée. J'ai eu la chance d'avoir des conditions météo qui étaient assez sympas. Forcément, on a gardé un petit plat de Noël spécifique pour le jour de Noël. J'avais la chance d'avoir du homard de mon copain Nicolas en plat à pertiser. Et donc, avec la coquille de homard encore en place, c'était excellent. Et donc, j'ai mon petit repas, j'ai mes petits cadeaux de Noël. Et donc, on a un moment bien privilégié qui était assez sympa à vivre finalement. Voilà, on arrive au Cap Horn. Je crois que je vais passer la longitude du Cap Horn d'ici quelques minutes. Et c'est extraordinaire, ça marque la fin du Pacifique, l'entrée dans l'Atlantique, retour à la maison. Je suis le plus heureux, c'est super d'être arrivé jusqu'ici. Et puis ça a redécollé dans la nuit, fin début de matinée, route vers les Malouines avec une deuxième dépression qui nous attaque, où c'est assez sévère. Et donc, voilà, au début, on commence au près, et puis petit à petit, le vent tourne un petit peu. On se retrouve au portant, pareil, avec des vents de 50-55 nœuds. On passe là-dedans, et puis on se retrouve au nord des Malouines. Et là, ça a été un moment assez dur derrière, parce qu'il y a un anticyclone qui se promène de l'ouest vers l'est. Et donc, il faut aller vite, il faut passer au-dessus de cet anticyclone pour être sûr de pouvoir avoir un schéma météo correct pour nous et naviguer au portant derrière. Et puis, moi, je suis assez pénalisé par le manque de voile. J'ai plus de voile, donc pendant le Vendée, j'ai cassé au fur et à mesure, j'ai cassé d'autres voiles. Donc, à force d'utiliser des voiles qui ne sont pas faites pour ça, on use des voiles prématurément. Et donc, forcément, à un moment donné, elles finissent par ne plus exister. Et donc, je me retrouve à passer le Cap Horn sans voile de portant. Et donc, quand il y a du vent fort, c'est pas très grave. Mais quand le vent mollit, ça devient catastrophique. Et donc, je me retrouve au nord des Malouines, à naviguer dans des zones avec peu de vent. Et du coup, à ramasser par rapport aux autres. Et au final, on n'arrive pas à passer. On est 2 bateaux, Sébastien Marcet et moi, qui a eu des avaries à peu près au moment. On n'arrive pas à passer de l'autre côté de l'anticyclone. Et donc là, on voit les autres partir et on voit ce qui va se passer. On comprend bien le schéma. On prend une semaine dans notre tronche en quelques milles, en 50 000 d'écart. Vous avez conscience aujourd'hui, Louis Duc, aussi loin que vous vous trouviez aujourd'hui, que vous êtes une vraie source d'inspiration pour les plus jeunes? Je ne sais pas si je dois avoir cette prétention-là. Peut-être qu'il y a quelques gamins qui ont un profil comme j'avais quand j'étais plus jeune, qui rêvent de ça, ou même là on parle de voile, mais d'avoir un projet, d'avoir un rêve, effectivement de se dire que c'est possible de le réaliser, de se battre malgré quelquefois les pensées des gens qui nous entourent, qui sont plus terre à terre. Même si ça marche pas, c'est pas grave, faut avoir essayé. Et finalement, on a plus de regrets de ne pas avoir essayé que d'avoir un... Et oui, c'est bien à la fin de cette course de se rappeler qu'est-ce qui nous a donné envie de faire ça, qu'est-ce qui nous a donné envie de nous mettre dans ce pétrin parfois aussi. C'est vrai que quelquefois on peut se poser la question. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait comme pour moi parce que là c'est l'arrivée personnelle, c'est pas un départ où tous les bateaux vont passer. Et puis sur les quais, je vois des banderoles super le Viking, voilà, des mots super sympas. Ça veut dire qu'il y a des gens, des Normands qui sont descendus spécialement pour me voir. Donc ça commence à me toucher un petit peu. Puis arrive le moment où on s'approche du ponton.
Et puis je commence à voir les têtes qui sont sur le ponton il est blindé de gens. Donc il y a mes partenaires, bien sûr, il y a Jérôme et Marc, qui sont mes deux associés depuis plusieurs années, qui sont là. Et il y a, je vois plein de gens de chez FIF, plein de gens de chez Lantana, Guillaume de Germay, qui est là aussi. Et donc, et petit à petit, je vois des gens qui ont fait le déplacement. Donc il y a mes copains de Cherbourg qui m'ont fait la surprise de venir. Il y a des gens, il y a Julia Vira de la Montagne qui est venu faire l'aller-retour de Chamonix dans la soirée. Un peu plus tard, il y a Aurélien Ducrot qui était en train de faire la Transjura le dimanche, qui est arrivé en catastrophe pour venir passer la soirée nous et repartir dans la foulée le lendemain matin. Il y a beaucoup de gens de ma famille qui sont là. Et c'est un moment extraordinaire à vivre. Autrefois sur nos rivages, il y avait un bateau enfoui à jamais dans les... Mesdames et messieurs, Louis-Duc. Une interpellation, s'il vous plaît. Donc voilà un peu cette histoire de Vendée Globe. Pas mal là quand même, non? Là t'as du contenu là, non? Je suis ravi parce qu'on revient de loin, hein. Ce bateau-là, on l'a récupéré il y a 4 ans. C'était une épave, on l'a reconstruit. On a monté tout le projet, trouvé les financements, il y a beaucoup de gens derrière ce projet. Et puis mon but c'était quand même de faire ce tour du monde, d'arriver. Et j'ai très mal vécu le fait de ne pas finir ce tour du monde. Et donc là je peux être que ravi. Et après sportivement, j'avais quand même des envies de me battre avec mes copains des bateaux à des risques, qui était le cas avant toute cette course. Et ça a été le plus difficile pour moi, c'était d'accepter de ne pas être à 100% tout le temps. Et ça m'a beaucoup miné. Mais on a la chance de pouvoir faire le tour du monde en moins de 3 mois sur des bateaux, des avions de chasse, même si ce n'est pas des bateaux tout jeunes. Et c'est un truc extraordinaire de naviguer sur ces engins. J'ai pris mon pied à naviguer sur ces bateaux. Et je demande qu'une chose, c'est d'y retourner. Aujourd'hui tu renais et c'est ta carte. Jadis dans les régates, tu sortais le grand jeu. Et de Port-Vaillacer, tu filais tes dînes. Quand Liliane a coulé au large de Guernsey, personne ne l'a pleuré, sachant qu'elle reviendrait. Où elle est du Cotentin, du Gard dans les îles, puisqu'il est grand ville. Aujourd'hui tu renais et c'est ta Carteret. Où elle est du Cotentin, du Gard dans les îles, puisqu'il est grand ville. Aujourd'hui tu renais et c'est ta Carteret. Où elle est du Cotentin, du Gard dans les îles, puisqu'il est grand ville. Aujourd'hui tu renais et c'est ta Carteret. Où elle est du Cotentin, du Gard dans les îles, puisqu'il est grand ville. Aujourd'hui tu renais et c'est ta Carteret. Où elle est du Cotentin, Lugueur dans les îles, Bisquine à Grandville. Aujourd'hui tu renais et c'est ta Carteret.